Bon, on peut commencer? Bon, mais très bien. Je remercie Didier Torny de venir faire cours. Didier Torny qui est sociologue et qui est membre du comité technique des vaccinations. Je te laisse, si tu veux. Oui, remarque, tu n'aimes pas qu'on dise ça, je crois. Mais... Pour un cours, ça va, mais je ne parle pas en tant que membre du comité technique des vaccinations. Ouais. Je parle en tant que sociologue ayant pas mal travaillé sur le vaccin. Donc, vu le temps dont nous disposons, je vais essayer d'aller vite, pas trop vite, pour laisser un peu de place à la discussion. Donc voilà, j'ai intitulé cet exposé « Les vaccins en situation controversée durable », quelques exemples contemporains, pour insister sur le fait que c'est le mot « durable » qui est ici important, dans un double sens, c'est-à-dire que d'une part, le vaccin est marqué, et la vaccination est marquée depuis son origine, par des controverses importantes sur un certain nombre de points, et durable parce que l'avenir qui est devant nous n'est pas du tout un avenir dans lequel il n'y aura plus de controverses, mais dans lequel il y aura de plus en plus de controverses, mais sous une forme assez différente de la forme historique. Suivante. Voilà, alors la situation, elle était belle, vous l'avez vu dans la dia précédente. Là, évidemment, on a une situation un peu différente, c'est-à-dire une mise en cause de la vaccination, évidemment des laboratoires pharmaceutiques, et puis la santé publique en otage. Très beau titre. Suivante. Donc, trois parties. La première, donc, qui insiste sur la permanence des critiques de la vaccination. C'est-à-dire que si vous regardez les critiques qui sont portées contre la vaccination et contre la vaccination générienne en 1803 et la vaccination aujourd'hui, il y a une permanence des critiques de fond. En revanche, les formes concrètes qu'elles prennent et le type d'argument varient quelque peu. Je développerai rapidement donc, trois vaccins et trois polémiques, donc le BCG, vaccination anti-HPV et le VHB, avant d'aborder le dernier temps en prenant l'exemple tout à fait contemporain de la grippe. Suivante. Suivante. Alors, 4 critiques fondamentales sont faites au vaccin. Et ce sont toujours les mêmes en tant que telles. Et après, elles vont se décliner. Donc, première critique fondamentale, l'inefficacité. Donc, on va mettre en avant le fait que finalement, le vaccin n'est pas efficace contre la cible qu'il vise, ou est partiellement efficace, pas totalement efficace, etc. Deuxième type de critique, d'une nature complètement différente, l'invalidité théorique. En gros, ce qui est en arrière-plan, c'est évidemment que l'immunisation artificielle est inférieure, différente, moins complète, tout ce que vous voulez, que l'immunisation naturelle. La dangerosité, donc, les vaccins sont dangereux, puisque, évidemment, il s'agit d'introduire chez des personnes saines des corps étrangers depuis Jenner, et donc des corps étrangers, voire des corps vivants. Enfin, dernier type de critique, qui est relativement spécifique au vaccin par rapport à d'autres mesures de santé publique, c'est la contrainte. La contrainte, on le verra, l'obligation vaccinale, mais pas que l'obligation vaccinale en tant que telle. Ces 4 types de critiques étaient portés par les ligues antivaccinales britanniques, suédoises, américaines, tout au long du 19e siècle, et continuent aujourd'hui à être portées par des opposants au vaccin, mais elles sont également portées par des gens qui ne sont pas spécifiquement mobilisés sur le vaccin, mais dans des cas particuliers de vaccination. Par exemple, on va dire que la vaccination antigrippale est dangereuse parce qu'elle peut provoquer des cas de Guillain-Barré. Suivante. Donc, exemple typique d'invalidité théorique. Voilà. Dans une forme assez classique et militante, il est simple de comprendre, sans avoir fait d'études spéciales, que l'introduction brutale dans le sang d'une substance vaccinale ne peut pas laisser l'organisme indemne. Il se produit obligatoirement une secousse qui modifie notre état biologique, etc., etc. Et donc là, vous avez la forme extrêmement pure, c'est l'idée qu'il faut laisser faire la nature. Derrière, vous avez évidemment des alliances en général avec toutes les formes de médecine naturelle qui peuvent exister. Et on voit aujourd'hui, par exemple, sur la couverture vaccinale anti-rougeole, combien les professionnels de santé dans certaines régions qui sont assez fortement mobilisés par ce type de médecine sont aussi les régions dans lesquelles la couverture est la plus faible. Suivante. Donc l'inefficacité, alors les types d'arguments, vous avez des arguments typiquement historiques et épidémiologiques. Donc là, j'aime beaucoup ce dessin des années 70. En Hollande, nous avons éradiqué la tuberculose sans le BCG. Il faut que je fasse gaffe à la caméra. Ils sont forts en France, nous n'y arrivons pas, etc. Donc une comparaison évidemment épidémiologique sur 2 territoires différents et une comparaison historique pour dire en fait la chute des maladies infectieuses a précédé la vaccination en tant que telle. Donc c'est le type d'argument qu'on va développer pour démontrer une inefficacité des vaccins contre évidemment d'autres arguments de même nature, de nature épidémiologique, géographique ou historique, pour montrer que le vaccin est efficace. Suivante.
Alors, la dangerosité, je vous mets un exemple du 19e siècle, du 20e d'abord, puis ensuite du 19e, je crois. Voilà, alors là, vous avez toute une série de sujets. Donc, il y a l'adresse Internet derrière. Donc, sur les adjuvants, qui sont devenus évidemment un sujet d'intérêt public avec la grippe, la vaccination antigrippale, c'est-à-dire d'un seul coup, tous les gens se sont mis à parler d'adjuvants et découvrir qu'il y a des adjuvants dans le vaccin, et discuter des adjuvants, etc. Donc là, ce sont des exemples de qualification, vous voyez, les saponines qui sont des substances toxiques, les fameux hydroxydes d'aluminium sur la question de l'Alzheimer en particulier, mais de manière générale des maladies neurodégénératives, et puis le thiomersal en tant que tel. Donc là, on ne va pas viser le vaccin, vous voyez, en tant que tel, en tant que, je dirais, activité biologique, de la substance en tant que telle, mais les adjuvants. Donc typiquement, une forme d'objectivation de l'inquiétude suivante. Mais au 19e siècle, déjà, le recensement des accidents vaccinaux était du même type. C'est-à-dire ça, c'est un carnet d'un médecin britannique, vous voyez, qui vous décrit un cas, vacciné, âgé de 4 mois, malade depuis, a développé une diarrhée pour laquelle on m'a appelé, est mort en 2 semaines. J'ai indiqué comme cause de la mort, très important en Angleterre, la cause de la mort, vaccination 5 mois, diarrhée 2 semaines. Voilà. Et donc ce travail-là, effectué au 19e siècle, vous voyez évidemment quand on parle de pharmacovigilance ou de vaccinovigilance à l'EMEA, on est dans la continuité historique. Évidemment, à chaque fois, on discute de la question du danger du vaccin, de sa dangerosité. On peut discuter des dangers et mettre en rapport les bénéfices, mais on peut aussi discuter des dangers en tant que tels et critiquer la vaccination comme étant dangereuse parce que s'appliquant évidemment à des individus auparavant sains. Suivant. La contrainte. Alors j'aime beaucoup cet argument parce qu'évidemment la contrainte en France, on la connaît beaucoup à travers l'obligation vaccinale. Je vous rappelle qu'il reste aujourd'hui en obligation infantile DTP. Puisque le BCG a disparu, on y reviendra. Mais pour les opposants au vaccin, évidemment, la contrainte se montre pas simplement à travers la contrainte réglementaire, mais également le taux de couverture. Arriver à 99% de couverture, c'est montrer qu'il existe une contrainte sociale. Est-ce que vous connaissez des sujets sur lesquels 99% des gens sont d'accord? Non. Bon, voilà. Donc, vous voyez, la thématique de la contrainte est quelque chose d'important, et on va y revenir parce qu'évidemment, du point de vue contemporain, c'est quelque chose qui alimente beaucoup les controverses en tant que tel, et inversement, faire une politique vaccinale dans une situation où les patients peuvent faire autre chose que ce que vous leur dites de faire est quelque chose d'assez important. Suivant. Je voulais vous montrer la continuité historique à travers 2 micro-exemples, donc je vais extrêmement vite. 18e siècle, préhistoire de la vaccination, la querelle de l'inoculation, donc je vous rappelle qu'il s'agissait là directement d'injecter la variole de bras à bras. Querelle très importante, 2 mathématiciens de très haut niveau, 2 génies, Bernoulli et d'Alembert. Qu'est-ce que fait Bernoulli? Bernoulli, il calcule du bénéfice-risque sur la population. Pourquoi? À cette époque, l'inoculation était pratiquée principalement par les nobles sur leurs enfants. Donc c'était une pratique extrêmement élitiste, qui était vue comme progressiste et justement visant à améliorer la santé, etc. Et donc la question c'était, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est efficace ou pas? Sachant qu'évidemment, le danger de la variole était un danger continu qui s'exerçait sur les enfants, quel que soit leur environnement social. Eh bien, Bernoulli dit, oui, c'est important. Pourquoi? Parce que moi, j'ai calculé que quand on pratique cette inoculation, on évite tant de cas de variole et on tue tant d'enfants. Évidemment, vous dites, ben voilà, c'est du bénéfice-risque populationnel classique. Que répond d'Alembert 8 ans plus tard? Il critique Bernoulli pour la qualité de ses données, etc. Et il dit, mais le problème n'est pas du tout celui-là. Le problème, c'est pour la mère de savoir que va devenir mon enfant. Et donc là où Bernoulli va faire ce qu'on appellera 100 ans plus tard les probabilités objectives, d'Alembert calcule les probabilités subjectives. Et il demande, voilà, moi, mère, est-ce que l'inoculation va être bonne pour mon enfant? Donc vous voyez, discussion évidemment du XVIIIe siècle, suivante, qu'on retrouve au Nigeria. Il y a très peu d'années, comme vous le savez, le Nigeria est l'un des rares lieux où il y a encore de la polio en nombre de cas très important, avec des foyers très importants, une situation que prennent au sérieux les autorités de santé publique de ce pays, mais également l'OMS. Or, le problème, c'est que, paf, comme vous le savez, le vaccin provoque dans certains cas des cas de polio, et paf, vous avez 69 cas de polio provoqués par le vaccin.
Ce qui, évidemment, dans une situation sociale déjà relativement tendue autour de la vaccination, pose un certain nombre de problèmes. Et la discussion ici, vous verrez ça quand vous aurez les dias, la discussion par le CDC et les gens de l'OMS, c'est oui, bon, il y a 69 cas d'un côté, mais quand même, il y en a 2000 de l'autre. Et donc, il faut savoir faire la part des risques. Mais le problème est évidemment toujours le même. Pour la mère de cet enfant, est-ce que je vaccine ou est-ce que je ne vaccine pas, au risque d'induire une polio par la vaccination, puisque justement, ça a été le cas ici, ou au risque d'avoir la maladie naturelle en tant que telle. Suivante. Donc, deuxième partie, je vérifie mon heure. OK. Deuxième partie, 3 vaccins et 3 polémiques. Donc, le premier, c'est la tuberculose, affiche des années 50. Vaincre la tuberculose n'est qu'un jeu grâce au BCG, hein, c'est très joli. Et puis, vous avez cet ouvrage de la fin des années 90 sur la faillite du BCG, etc. Suivant. Le BCG est très très mal parti. Vous savez qu'il s'agit du bacille de Calmette-Guérin, qui a été développé à partir d'une souche bovine, à travers un certain nombre de filtrages. En fait, ils ont modifié ils ont sélectionné en fait une bactérie qui était beaucoup moins active, mais néanmoins protégée de manière partielle l'homme. Et donc le premier aspect, c'est que dès le début, il y a une efficacité simplement partielle du BCG. Alors ça, c'est très très important. Pourquoi? Parce que quand on est en 1930, le vaccin on va dire, post-Pasteur et post-Cor, est vu comme la magic bullet, c'est-à-dire ça marche. Enfin, ça marche pas ou ça marche. Et donc l'idée déjà d'efficacité partielle est une idée qui est déjà problématique en tant que telle, puisque dans certains cas, ça ne fonctionne pas. Deuxième élément important, c'est que il y avait des projets de loi avec des dispositifs de contrôle très importants, puisqu'il s'agissait de rendre le BCG obligatoire, 1950. Et donc, ça se rajoutait à des choses qui étaient importantes, c'est-à-dire c'est le moment sans doute maximal d'implication de santé publique et de moyens à développer autour des sanatoriums, autour des radios, des différents cabinets de radio, de la médecine scolaire. Vous avez toute une série de dispositifs de lutte contre la tuberculose qui sont très importants et on vous dit, on va vous rajouter en plus la vaccination. Et évidemment, dans les textes, on prévoit pour les parents des amendes, voire des peines de prison. Ce qui, en 1950, choque une partie, non pas simplement des gens ou des députés, mais également des médecins qui vont être très impliqués dans la lutte contre l'obligation vaccinale. Suivante. Autre point important, c'est que c'est une obligation infantile. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est qu'une fois l'obligation adoptée, ce ne sont pas du tout les professionnels de santé qui vont l'imposer, ce sont les professionnels de la petite enfance. C'est-à-dire qu'on va dire, pour rentrer en crèche, pour rentrer à l'école, pour rentrer au collège, etc., vous devez être vacciné. Qui vérifie ça? Qui vérifie ça? Les professionnels de l'éducation, qui vont développer ce qu'un auteur a appelé la foi vaccinale. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ils n'ont aucune compétence ni en santé publique, ni en vaccinologie, ni en immuno, ni en ce que vous voulez. Mais ils disent, écoutez, moi, on me demande le certificat, vous l'avez, vous ne l'avez pas. Donc évidemment, c'est beaucoup plus simple d'un certain point de vue. Si eux-mêmes n'y croyaient pas, ça serait beaucoup plus compliqué de les convaincre. Mais à partir du moment où eux le voient comme une condition de protection des enfants sur leur responsabilité, évidemment, ça fonctionne relativement bien. Le problème, c'est que ça crée des affaires, les affaires autour des certificats scolaires. Suivante. Pardon. Voilà, exemple typique. Voilà, un exemple pris, j'en ai quelques dizaines dans la PQR, dans la presse quotidienne régionale française. Et donc, vous voyez, on vous dit, il y a une petite annonce, les inscriptions des enfants, etc., dans une école, dans un petit village, etc. Donc, devra être présenté avec le carnet de vaccination, BCG et TD-Coq polio obligatoire. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, ici, c'est coq. La coqueluche n'a jamais été obligatoire. Ah! Je continue quand même, en aveugle. C'est comme les joueurs d'échecs. Donc, la coqueluche n'a jamais été obligatoire. Mais vous voyez que le régime de l'obligation, c'est tellement bien imposé que finalement, on vous dit, ben voilà, moi je suis professionnel de la petite enfance, moi je suis maire d'une petite commune et je suis là pour vérifier l'adéquation et protéger les enfants en tant que tels. Suivante. Donc, voilà. Dès le début des années 80, des gens posent la question de l'arrêt du BCG ou de l'arrêt de l'obligation du BCG. Pourquoi? Parce que la situation épidémiologique n'est évidemment pas du tout la même que celle des années 50. Le niveau de tuberculose est beaucoup plus faible en tant que tel. Parce que les dispositifs liés à la tuberculose ont pratiquement disparu.
Je veux dire, en particulier, les radios pulmonaires sont beaucoup moins importantes, les sanatoriums ont disparu. Donc, on pose la question, est-ce que finalement, on a intérêt à continuer à faire le BCG dès le début des années 80, avec une idée extrêmement forte, c'est que si on arrête le BCG, par exemple, ça veut dire qu'une part importante de la médecine scolaire va disparaître. Pourquoi? Parce que vous savez qu'en France, on n'a pas simplement la vaccination, on a le contrôle à travers le test du timbre, et les revaccinations qui sont importantes. Ma génération, et j'en vois dans la salle qui en font partie, sont passés année après année, on fait des tests, voilà, on mettait le timbre et on regardait la réaction, etc. Donc la médecine scolaire ne tournait pas qu'autour du BCG de la tuberculose, évidemment, mais c'était un élément important, en fait, de santé publique, parce qu'évidemment, du coup, ça pouvait servir aussi à d'autres choses. Suivante. Ça, je l'ai dit. Donc, je vais très vite, donc du coup, il faut que je garde le fil. À partir de la fin des années 90, l'idée qu'il faut arrêter le BCG, ou du moins qu'il faut poser la question de l'arrêt du BCG, circule largement dans les cercles d'expertise, et vous avez des articles scientifiques, vous avez des avis d'experts qui envisagent de comment, voilà, par quoi on remplace. Est-ce qu'il faut maintenir, est-ce qu'il ne faut pas maintenir, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous avez beaucoup de discussions, et puis, sans arrêt, on a l'idée que on va arrêter un jour, c'est pas encore sûr, on va arrêter un jour, on va arrêter un jour. Et puis, au milieu des années 2000, d'un seul coup, vous avez la firme qui dit là, je vais arrêter la fabrication de votre formule vaccinale parce que vous êtes quasiment les derniers à l'utiliser. L'OMS a dit qu'elle était moins efficace que la formule injectable. Et on a des problèmes de fabrication importants et de contrôle de qualité et de fabrication en tant que tel. Et du coup, c'est la découverte à travers ce changement de formule vaccinale que, la stratégie vaccinale est sous contrainte des firmes. Pourquoi? Parce que si les firmes n'ont pas ce que vous voulez, ce n'est pas vous qui allez le fabriquer. C'est évident en tant que tel, mais vous ne vous en rendrez compte que quand, évidemment, le produit n'est pas disponible par les agents économiques qui le produisent. Deuxième élément très important, les professionnels de santé, en particulier des syndicats de pédiatres, se mobilisent pour dire « mais le BCG, ça ne sert plus à rien ». Donc évidemment, si d'un seul coup, les professionnels de santé, qui étaient vos alliés naturels, si j'ose dire, se retournent contre ce vaccin-là, évidemment, ça se passe mal. D'où les situations assez rapidement vers 2007, par exemple. Vous êtes parent, vous voulez mettre un enfant en crèche, on vous demande la vaccination BCG, vous allez voir votre pédiatre qui vous dit ça ne sert plus à rien, on me l'a dit, j'ai regardé, machin. Vous retournez voir la professionnelle de la petite enfance et vous lui dites mon pédiatre ne le veut pas, ah mais moi, etc., etc. Donc vous voyez, avec une partie de ping-pong, évidemment, assez vite, ça s'effondre. Parallèlement, la nouvelle formule vaccinale entraîne une augmentation des effets secondaires. Alors, en elle-même, elle en provoque, je dirais, par nature, mais surtout parce que un certain nombre de pédiatres et surtout de médecins n'ont pas été formés. Et on a été, bon, évidemment c'est un cas exceptionnel, jusqu'à faire des intramusculaires par exemple, à la place d'une intradermique. Voilà. Et donc vous avez un certain nombre de réactions qui sont importantes, réactions qui sont tellement importantes qu'on m'a dit qu'à l'époque la firme était très embêtée parce que du coup au niveau mondial, il y avait une augmentation des effets secondaires sur cette formule qui était importante, rien que par l'apport des cas français en tant que tel. Donc tout ça entraîne une chute de couverture vaccinale avant même la fin de l'obligation vaccinale, qui a été estimée à l'époque par l'INVS à près de 50%, quand même, ce qui est quand même extrêmement important, avant la fin de l'obligation. Ça, c'était le premier cas de BCG. Suivant. Il faut vraiment que j'accélère, sinon... 5, ouais. Suivante. Donc, vaccination hépatite B, alors c'est une vaccination un peu maudite. Pourquoi? Parce que d'une part, elle était extrêmement attendue, en particulier au niveau international, évidemment, dans les zones d'endémie importantes, et en Occident, chez les professionnels de santé, où c'était une maladie professionnelle importante en milieu hospitalier. Mais à peine est-elle arrivée qu'assez rapidement, on la soupçonne, en fait, vu son mode de fabrication et vu son origine, je dirais, géographique, d'être contaminée par le VIH. Il y a beaucoup de discussions en France autour de l'hépatite B et du VIH. Donc ça commence, ça ne dure pas très longtemps, ça dure un an et demi, avant l'adoption du côté des professions médicales et l'obligation qui est relativement tardive, 91. En 94 est décidé par l'État français de se conformer à ces obligations par rapport à l'OMS, c'est-à-dire viser l'élimination à long terme
de la circulation de l'hépatite B. Ça, c'est l'objectif officiel. L'objectif présenté au public n'est pas du tout celui-là. Suivante. L'objectif qui est présenté, c'est une protection individuelle. Je vais te rendre ta parole vite, Emmanuel, mais il faut que j'avance quand même. Une protection individuelle avec un aspect qui est très fortement lié aux relations sexuelles et avec un public visé qui est adolescents, jeunes adultes, dans une période où la contamination par le VIH est un problème de santé publique vécu comme majeur et où il n'y a pas de solution à l'époque, évidemment, de trithérapie et autres. Et donc, en fait, on vous dit, le VIH, on ne peut rien contre, enfin, préservatif, etc., mais on n'a pas de vaccin, ce qui était l'objectif encore très important, alors que le VHB, on en a un. Donc, en conséquence, vous avez une vaccination d'une très grande partie de la population. Alors, je ne sais plus les chiffres, hein, on est arrivé finalement à 26-27 millions de personnes en France, donc près de la moitié de la population française, en particulier les adultes non visés par la recommandation. Qu'une personne de 65 ans soit vaccinée contre l'hépatite B, pourquoi pas, à titre individuel? Après tout, il a le droit d'avoir une sexualité, il peut être contaminé encore. Mais ce n'était pas exactement l'objectif officiel en tant que tel. Et vous avez, en raison aussi de la multiplication de la cible, à la fois en nombre et en déplacement par rapport aux classes d'âge, l'apparition de signaux sur des maladies démyélinisantes pour la pharmacovigilance. Donc des gens se plaignent de sclérose en plaques, etc. Et donc, vous avez une accumulation de cas. La pharmacovigilance n'était pas de la même qualité qu'aujourd'hui. Et tout ça s'accumule, suivante, et amène... Pardon, suivante. Hop. Et amène à la suspension de la vaccination dans les collèges par précaution, entre guillemets. 1er décembre 1998 par Kouchner. On pourrait revenir sur pourquoi il a fait ça, etc. C'est lié aussi à son absence de confiance dans l'expertise officielle de l'époque. Et à une situation qui est très particulière, c'est-à-dire d'un côté, on va indemniser les victimes professionnelles. Donc je parle de victimes professionnelles, c'est-à-dire infirmières ayant développé une sclérose en plaques postérieure à une inoculation, à une vaccination complète contre l'hépatite B. Donc on les indemnise dans le cadre de la loi de 65. Et donc, quand on l'indemnise, évidemment, potentiellement, on reconnaît la responsabilité de la vaccination. Alors que les victimes civiles, c'est-à-dire celles qui ne dépendaient pas du régime d'obligation de 91, elles ne sont pas indemnisées. Et vous avez toute une série de décisions de justice contradictoires qui, évidemment, sont sur un plan assez différent que celles des études épidémiologiques qui sont toujours concordantes dans l'absence de surrisque démontrable du point de vue épidémiologique. Et donc, vous avez des décisions de tribunaux et puis vous avez, d'un autre côté, la preuve épidémiologique qui demeure constante. Et donc, voilà la situation sur l'hépatite B. Suivante. Le HPV... Donc, vous voyez, des jeunes filles qui sont tellement contentes parce qu'il est remboursé. Et puis à côté, évidemment, en gros, la construction d'une peur par rapport à une maladie qui ne devrait pas être traitée par le vaccin. Suivante. Voilà, la question qui se pose en France est une question assez intéressante, c'est-à-dire nous sommes dans une situation où encore, toujours, nous avons un appareil de santé publique non négligeable. Et donc la question c'est, est-ce que HPV est un très bon vaccin pour la situation épidémiologique française? On retrouve, comme dans le cas du BCG, une efficacité partielle, ce qui est toujours quelque chose d'assez gênant. Donc, l'effet, c'est que ça nécessite le maintien de la surveillance gynécologique. Donc, l'appareil de santé publique qui préexiste ne va pas être modifié. Donc, le vaccin se rajoute et ne se substitue pas aux autres mesures. On a des incertitudes sur la protection à moyen terme. Est-ce qu'il faudra des rappels ou pas? Évidemment, non seulement en termes de coûts, mais d'organisation de santé publique, c'est quelque chose de différent d'aller toucher des jeunes filles de 14 ans et des jeunes femmes de 24 ans ou de 30 ans. Et enfin, question plutôt théorique, mais c'est la question des évolutions à très long terme, des types viraux en tant que tels, qui a emmené quand même à la création d'un centre national de référence sur les HPV, qui était lié précisément à l'adoption de cette vaccination. Suivante. Et tout le monde a en tête, évidemment, le VHB. Pourquoi? Parce qu'on associe ce vaccin à la sexualité, parce qu'on vise une population adolescente, parce que la menace qui est visée est une menace à long terme, le cancer du col, en fait, signe 2, signe 3, mais là je ne rentre pas dans les détails, j'ai pas le temps, on a commencé très en retard. Et évidemment la culpabilisation ou la responsabilisation des parents, en particulier à travers des campagnes relayées par la presse féminine. Et on est dans une situation assez différente puisqu'on a une extrême attention aux signaux sur les effets secondaires.
Suivante. Alors, exemple typique. Communiqué de l'IMIA. En gros, il y a deux jeunes Espagnols qui ont fait une crise d'épilepsie, d'accord, après avoir été vaccinés. Et donc, on fait une réunion européenne avec toutes les agences pour dire, voilà, est-ce qu'on change les recommandations, est-ce qu'on ne change pas les recommandations ou pas. Donc, vous voyez que là, on est dans un monde assez différent de celui de HPV 15 ans avant, c'est-à-dire dans un monde dans lequel, pic, ça, c'est pas traité comme étant, bah, ouais, c'est traité comme, il y a ça, mais derrière, il y a peut-être ça. Et donc, il faut savoir ce qui se passe. Donc, situation, évidemment, qui favorise la controverse, puisque d'un seul coup, vous rendez public le fait que deux jeunes Espagnols, etc. Vous imaginez, là encore, on revient à ce que j'ai dit au début, la mère de la jeune fille qui se pose la question, voilà, et moi, dans cette affaire. Suivante. Dernière partie. Waouh. Alors, de manière plus générale, donc, quelles sont un peu les évolutions contemporaines, les choses qui sont vraiment extrêmement importantes avec une application sur la grippe. Premier élément, on fait disparaître la contrainte, ce qui a des conséquences assez importantes au profit du régime de recommandation. Alors ça a un effet. L'effet important, ça veut dire que il est normal et légitime de discuter de l'intérêt d'une vaccination avec ses patients. Et ça, c'est nouveau. Parce que quand c'est obligatoire, vous n'avez pas à en discuter. Tout comme, d'une certaine façon, le professionnel de santé était dans une situation proche de celle du professionnel de la petite enfance, c'est-à-dire, moi, le calendrier vaccinal me dit, je fais. Et je ne discute pas avec vous. Alors que là, d'un seul coup, comme il s'agit de recommander, par exemple, il faut convaincre plutôt que de contraindre. Et ça, évidemment, non seulement ça prend du temps, éventuellement ça coûte, mais ça entraîne des effets de discussion et éventuellement de mise en cause en tant que tel. On a une information plus large sur les effets secondaires, plus généralement sur les limites du vaccin. J'en ai déjà parlé. Ça, je passe. J'y reviendrai peut-être. Suivante. La prise au sérieux des normes d'expertise. Ceci a été écrit avant le Mediator, enfin avant l'écrit du Mediator. La question des liens existants avec l'industrie pharmaceutique est largement discutée. Elle est encore plus qu'avant. C'est-à-dire, en gros, l'idée, c'est que si vous êtes à côté de l'industrie, évidemment, potentiellement, il y a des effets de manipulation par celle-ci au nom d'intérêts économiques. Ce qui, évidemment, du coup, peut remettre en cause la vaccination en tant que telle, puisqu'on dit que ce n'est pas un plan de santé publique, en fait, c'est nous refourguer de la poudre de perlimpinpin, voire de la poudre de perlimpinpin dangereuse. L'importance de la pharmacovigilance, ce qui fait que, du coup, les avis d'experts sont quelque chose qui est de plus en plus instable. Ça, c'est quand même très compliqué, c'est-à-dire que par rapport, imaginez la différence par rapport à un médicament normal. Un médicament, d'un seul coup, vous changez les indications. Donc il y a des gens qui vont arrêter d'en prendre, qui vont changer d'antihypertenseur, de machin et tout. Mais ce sont d'une part des malades, et c'est une population relativement limitée, et qui, évidemment, est suivie, on peut l'espérer en tout cas en France, est suivie médicalement. Dans le cas du vaccin, ça veut dire que, par exemple, vous avez des classes d'âge qui ne vont pas être concernées par les mêmes types de vaccination. Quand vous avez une famille avec plusieurs enfants, que ce soit en même moment ou séparément, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à comprendre, et du point de vue des patients, et du point de vue des médecins. Simplement, on dit, bah, écoutez, la science nous apporte de nouveaux éléments, la pharmacovigilance nous apporte de nouveaux éléments, et nous adaptons les schémas au fur et à mesure. Mais ça, évidemment, ça favorise là encore des controverses. Dernier élément, avec le vaccin, ça demeure quelque chose de très important, même si vous avez la meilleure pharmacovigilance au monde. La question de l'attribution d'une responsabilité d'un effet secondaire à un vaccin est quelque chose de toujours d'extrêmement compliqué en tant que tel, et là encore controversé. Suivante. Troisième point, on est dans une situation où de plus en plus les vaccins, ou des vaccins plus exactement, sont développés à des fins de protection à long terme. Et ça, c'est aussi une situation différente, c'est-à-dire le type de calcul, que ce soit un médecin, une famille, un expert du CTV, un gouvernement, une firme, entre j'évite une maladie infantile immédiate avec une vaccination, même si elle est rare, etc. On peut prendre, on a compris un exemple contemporain, la méningite C par exemple. Et j'évite des maladies à long terme, du type cancer du col, enfin signe 2, signe 3, du type hépatite B. Le raisonnement n'est pas du tout le même. Et le type d'objectifs vaccinaux doit être évidemment beaucoup plus clarifié. C'est-à-dire, si vous dites il s'agit d'éviter telle maladie chez les enfants parce qu'elle est mortelle, etc., c'est facile à expliquer. On peut discuter ensuite de l'intérêt, du coût économique, etc. Si vous devez articuler
une protection de santé publique, du frottis, etc., et une vaccination, sur quelle population, etc., c'est quelque chose qui est plus complexe. On a une spécificité, évidemment, qui sont les effets collectifs, et on va largement en parler à propos du retour de la rougeole, évidemment, où la question d'une stratégie vaccinale peut être aussi celle de son effectivité, c'est-à-dire est-ce que c'est intéressant de faire de la vaccination contre la rougeole si on a 80% simplement des gens qui sont vaccinés, et pas 100%, avec des effets post-lune de miel comme aujourd'hui, c'est-à-dire du coup des cas de rougeole chez des jeunes adultes. Est-ce qu'il faut faire autrement et comment? Et l'intégration dans d'autres dispositifs de prévention, j'ai largement parlé de ça dans HPV. Suivant. Dernier élément important avant d'en venir à la grippe, la mise en œuvre des politiques vaccinales. Alors le premier point évidemment central, mais bon, voilà, la situation en tout cas en France est claire de ce point de vue. Les médecins sont extrêmement peu formés à la fois sur le plan théorique et en formation continue non plus. On a en France une situation particulière, c'est qu'on a toujours été mauvais pour faire des actions de santé publique ciblées, si on compare en particulier à nos amis anglais, ça on le sait, on est mauvais. Et donc on verra les résultats typiquement sur HPV, on verra les résultats sur le BCG, mais on sait que globalement on n'a pas, a priori, sauf dans certains lieux, des capacités d'intervention locale de santé publique. Et c'est pour ça que très longtemps la France aussi a favorisé des formes de recommandations générales. Or on va de plus en plus aussi vers des vaccinations ciblées. Enfin, dernier point qui est très important, c'est, une fois que vous avez dit tout ça, comment on prend en compte le refus de la vaccination? C'est-à-dire, je pense typiquement à la rougeole, aujourd'hui, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accepte le fait que, puisque les gens sont libres, puisqu'ils ont toute l'information, puisqu'on essaie de les convaincre, s'ils refusent, qu'est-ce qu'on fait de ce refus-là? Qu'est-ce qu'on fait de ce refus-là, non seulement pour la santé de l'enfant en question, mais potentiellement pour les effets collatéraux? Et on pourrait discuter, par exemple, des mesures à prendre, éventuellement en crèche, si les gens refusent la rougeole, la vaccination anti-rougeoleuse en cas de foyer épidémique. Suivante, H1N1, pour finir. Donc, H1N1, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que qui monte au premier au créneau contre la vaccination, ce sont des professionnels de santé. Ici, l'exemple des syndicats, donc à l'automne 2009, des syndicats infirmiers en France, suivante, mais également à Hong Kong. Donc partout dans le monde, en fait, les professionnels de santé se sont assez largement opposés à leur propre vaccination, argumentant de quoi ? Comme ce que j'ai dit au début, de l'inefficacité éventuelle du vaccin et de sa dangerosité, du fait qu'il n'a pas été testé suffisamment, qu'il est expérimental, les adjuvants, etc. Enfin, toutes ces discussions réapparaissent en tant que telles. Les professionnels de santé sont toujours au centre. Suivante, voilà. Donc, ce qui est intéressant dans le cas, évidemment, de l'effet grippal, c'est qu'on a une vaccination qui est avant tout altruiste. Et il ne faut pas s'étonner que les professionnels de santé dans la situation pandémique soient assez différents des professionnels de santé en situation interpandémique. C'est-à-dire déjà, discuter avec des chefs de service hospitaliers, ben évidemment, s'ils travaillent en maladie infectieuse, en général, ça se passe bien. Mais dans d'autres services, vraiment, bon, il faut être plus que convaincant. Enfin, je veux dire, il faut vraiment amener les bras, si j'ose dire, à la vaccination pour que le taux de couverture soit important. Pourquoi? Une vaccination altruiste. Là encore, on peut à la fois avoir un raisonnement, je dirais, individuel et collectif autour de pourquoi est-ce que je ferais ça, est-ce que c'est vraiment efficace? Oui, puis après, c'est pas toi qui passes ton week-end dans ton lit parce que ta vaccination, elle m'a filé la grippe, en fait. Voilà. Je veux dire, vous exagérez. Ben non, je veux dire, un professionnel de santé qui n'est pas du tout spécialisé en maladies infectieuses, si vous voulez, ses connaissances en immunologie, en vaccinologie sont quand même relativement limitées, même si c'est un très bon hospitalier. Deuxième élément, évidemment, on a ce schéma qui a été adopté qui favorise le soutien au système de santé, ce qui est quelque chose qui est assez difficile à comprendre, c'est-à-dire vous vendez de la protection collective et pas de l'intérêt individuel. Nous sommes dans des sociétés où malheureusement c'est beaucoup plus facile de vendre de la protection individuelle que de la protection collective. Et puis on avait évidemment un modèle de pandémie suivante qui est fondé sur des modèles à forte létalité. Voilà, alors j'adore ce transparent que j'utilise tout le temps. Voilà ce qui est affiché sur le site de l'OMS le 14 octobre 2005, c'est les 10 choses à savoir sur la future pandémie. J'attire votre attention, si votre niveau d'anglais est limité, sur la modalité verbale « will »,
qui veut dire que c'est un futur et pas un conditionnel en tant que tel. Et donc, on vous dit qu'en gros, il y aura des malades partout, il y aura pas assez de médicaments, large number of deaths will occur, hein, donc il y aura des morts partout, etc., etc. Et donc, on a évidemment la construction de ce futur par l'OMS, qui est très important, et qui fait qu'on s'attend, pas forcément à l'Armageddon, mais à une forme quand même apocalyptique importante, puisque economic and social disruption will be great. Donc, ce qui est quand même une annonce assez forte. Suivante. Voilà, alors hop, ça a été un peu vite, mais bon, voilà. Évidemment, ce qui se passe, c'est pas simplement des ligues antivaccinales qui sont en fait relativement faibles, qui émettent leur avis sur la grippe. Ce sont des voix autorisées. Donc, suivante, donc la grippette, hein, donc un célèbre, vous voyez, c'est pas le député Debré, c'est pas Monsieur Debré, c'est le professeur Debré qui parle. En tant que tel, voilà, et en dessous, le médecin et homme politique, etc. Donc, qu'on se le dise, il ne faut pas craindre la grippe H1N1. Vous voyez, la chose est assez clairement dite en tant que telle. C'est ce qu'affirme haut et fort le professeur de médecine Bernard Debré dans une interview au Journal du Dimanche, etc. Suivante. Deuxième facteur très important, évidemment, c'est qu'on a un décalage entre le schéma de vaccination et la disponibilité des doses. Et donc, on ne cesse de discuter de ce qu'on va faire, mais on ne peut pas le faire. Et non seulement on ne cesse de discuter de ce qu'on va faire, mais éventuellement, on change le plan de ce qu'on va faire avant de pouvoir le faire. Ou on discute sur est-ce qu'il ne faudrait pas déjà passer à une dose plutôt que deux avant même d'avoir les vaccins ou de mettre en place le schéma de vaccination. Vous imaginez bien que ce genre de discussion publique a des conséquences non négligeables sur l'intérêt de la vaccination en tant que telle. Enfin, troisième élément, on en a largement discuté, hein, le schéma, je mets militaire avec des guillemets, surtout dans cette maison, correspondant à une urgence de grande ampleur dans un cadre de recommandation et de priorité variable. C'est-à-dire, en gros, d'un côté, on vous dit mais vous allez vous vacciner si vous voulez, et puis c'est dans l'ordre, la grand-mère avant, ben non, la grand-mère après parce qu'elle va bien, etc. Et d'un autre côté, vous avez un schéma qui est quand même un schéma, on va dire, de santé publique forte, et pour le coup, relativement exceptionnel à notre époque. Et donc là, on a une tension qui est très forte entre les deux. C'est entre d'un côté, vous y allez si vous voulez, puis vous attendez de recevoir le papier, etc. Donc un caractère non urgent étalé, et puis de l'autre côté, des mesures qui s'apparentent à une crise de santé publique majeure. Suivante, c'est fini. Voilà, et nous avons, je vous remercie, nous avons donc 10 minutes, c'est ça? 10 minutes pour les questions. Je suis désolé, il y a sans doute des points qui n'ont pas été clairs, mais voilà, on a été contraints par la technique et par mes propres obligations. Bon, je pense que c'était clair. Vous avez sûrement des questions? Oui? Donc, vous avez passé par rapport à vite sur la vaccination pour H1N1 qui a créé toute la polémique. Mais bon, quand des médecins disent que H1N1 est un virus de la grippe comme celui de la grippe saisonnière et qu'on n'a pas besoin de se vacciner parce que c'est pas le virus H5N1 par exemple. Quelque part, c'est justifié, non? Ah, alors, c'est un point que je n'ai pas précisé, mais évidemment, moi en tant que sociologue, et justement pas membre du CTV, je n'ai pas, si vous voulez, à décider qui a raison, qui a tort. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, d'une part, il y a des voix discordantes dans l'espace public, ce qui évidemment crée du coup, si vous voulez, ces voix discordantes quand elles s'exercent à l'intérieur d'un comité, par exemple. C'est normal, on va dire, c'est le jeu de la science, c'est le jeu de l'expertise, on met à plat toutes les opinions, et on discute ensemble, et on arrive à un consensus, ou on n'y arrive pas d'ailleurs, etc. Évidemment, quand c'est dans l'espace public, ça a des conséquences différentes. Et c'est là la question en santé publique qui se pose. C'est-à-dire, la première chose, c'est, est-ce que vous laissez le droit à tout le monde de parler? Évidemment, du point de vue de la démocratie, oui. Du point de vue de la santé publique, vous étudiez éventuellement les conséquences de ces prises de parole. Et donc les conséquences, évidemment, c'est la chute de la couverture vaccinale ou c'est la chute, etc. Et donc là, il y a une tension entre un objectif de santé publique collective et déjà une parole en tant que telle. Ensuite, le deuxième point, c'est oui, vous avez tout à fait raison, l'ensemble du dispositif pandémique a été clairement conçu pour H5N1 et pour un virus à forte létalité. Même si, éventuellement, ce n'était pas écrit en tant que tel dans la définition de l'OMS. Donc oui, on peut dire d'un certain point de vue, il a raison. Le problème, c'est que la conséquence, c'est que ça rentre en porte-à-faux par rapport à un dispositif qui est prévu en tant que tel. Donc,
du coup, ça pose la question, est-ce qu'il faut prévoir ce genre de dispositif ou est-ce qu'il faut faire autre chose? Et si mais le problème, c'est que si vous dites, oh bah, finalement, on n'a qu'à rien prévoir, on fait de la vaccination dans les cabinets médicaux comme d'habitude. Et le problème, c'est comment est-ce que c'est possible d'acheminer dans des temps très limités l'ensemble de ces vaccins aux cabinets médicaux, de former les médecins, etc. Et on voit très bien que le choix qui a été fait en France, c'était pas ce choix-là, et qu'effectivement, on n'est pas revenu dessus. En particulier, il y a eu des discussions dans des groupes d'experts autour du choix du multidose. C'est-à-dire pourquoi l'une des barrières au retour, je dirais, vers de la vaccination traditionnelle, c'était le fait qu'on avait ces bouteilles multidosées. Et donc, on considérait qu'il y allait y avoir une perte très importante si on revenait en cabinet médical. Donc ça, c'est vraiment un aspect qui est assez important. C'est-à-dire que, évidemment, le problème en termes de vaccination, c'est que vous êtes dans des situations à dépendance au chemin qui sont très importants. D'abord, du côté des firmes. C'est-à-dire, si des vaccins ne sont pas développés par les firmes, ils n'existent pas, point. Donc, il faut qu'il y ait un marché, qu'elles sont rentables, que derrière il y ait la force de recherche, que ça soit développé, que ça passe les différents tests, etc. Et deuxièmement, c'est la question de la disponibilité. Ce qu'il faut voir, c'est que dans la période antérieure, tous les États ont joué les concurrences les uns avec les autres vis-à-vis des firmes pour avoir le plus grand nombre de doses possible en tant que tel. Et donc on était dans une situation très particulière de pénurie supposée des vaccins. Bon, évidemment, 6 mois après, on était plutôt dans, quel pays africain voudrait de nos vaccins, on les vend moins cher, c'est super, etc. Vous voyez, ils sont très bien, d'ailleurs, ils n'ont pas servi, mais ils pourraient vous être utiles. Donc on était dans une situation qui était quand même très particulière, par cette urgence générée, et par mais c'est la planification en tant que telle ce qu'il faut comprendre, qui a créé l'urgence. C'est-à-dire que vous construisez d'abord la pandémie comme un événement nécessaire, qui aura lieu à un moment donné. Et ensuite, à cause d'une histoire que j'ai traitée dans un article, vous créez de la planification au fur et à mesure. Et une fois que vous avez créé de la planification, vous dites, il faut qu'on ait tant de doses de vaccins, parce que moi, autorité politique, je décide qu'on a tant de doses de vaccins. Et ensuite, vous voyez, tous les choix sont contraints au fur et à mesure par, en fait, les choix initiaux, c'est-à-dire la pandémie grippale est quelque chose de très important, de grave, et il faut tout mettre en œuvre pour en éviter les conséquences sanitaires et économiques. Bon, je crois que là, il faut que... Non, ça va, non? Je sais pas. Ah, ça va encore... Non, encore deux questions. J'en prends deux. Oui, est-ce qu'il y a des marqueurs nationaux, enfin, sociologiques de nations qui accepteraient plus ou moins la vaccination? Alors, si vous voulez, chaque nation, je dirais chaque pays, a ses affaires historiquement très importantes. Et donc, les contextes socio-historiques sont très importants. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est l'Angleterre. Il y a une très belle thèse qui a été faite. De mémoire, en 92, il y a un article qui paraît sur un lien potentiel, paraît dans une revue scientifique, d'ailleurs de très haut niveau, je ne sais plus, Lancet, sur le lien potentiel entre autisme et vaccination ROR, MMR. Le résultat en Angleterre a été une chute massive, une mobilisation très importante, la création de groupes spécifiques, etc. Ce mouvement n'a touché que l'Angleterre. Parce que la publication était dans le Lancet, que ça a été repris, que c'était un cas anglais, etc. Ailleurs, on n'en a absolument pas entendu parler en tant que tel, mais vous pouvez évidemment transférer à l'hépatite B, etc. Ensuite, la revue a dit non, en fait, on n'aurait pas dû publier ce papier, etc. Mais n'empêche que ça a créé ça. Donc il y a des contextes nationaux qui sont très liés à la politique vaccinale et à la mise en avant d'événements ou pas. Deuxième exemple, les États-Unis. Toute la discussion aux États-Unis sur HPV s'est concentrée très fortement sur la sexualité des adolescentes, avec très clairement un fond puritain américain très classique, en particulier parce qu'il y a eu des ordonnances de mémoire du gouverneur du Texas pour rendre la vaccination obligatoire. Et donc, en clair, vous faites de nos filles des prostituées. C'est-à-dire, c'est devenu ça, dans un contexte évidemment social et religieux américain en particulier, où d'un seul coup, vacciner, c'était autoriser la sexualité. En plus, les jeunes filles, parce que j'ai parlé des 14 ans évidemment dans le schéma français, mais les jeunes filles c'était à partir de 12 ans. Et donc c'était vu comme extrêmement choquant. Et donc toute la discussion sur la vaccination, en fait, a été embringuée dans une discussion beaucoup plus large autour de la sexualité des adolescents, du contrôle de la sexualité des adolescents. Comme vous le savez, il y a des taux de grossesse adolescente non désirée qui sont extrêmement importants aux États-Unis, en particulier dans certaines sous-populations. Toute dernière. S'il y en a.
Non, pas d'autres questions? Bah, c'est peut-être aussi bien, parce que je ne voudrais pas que tu sois en retard. Non, non, non. J'irai mon train. Ouais, Voilà, merci. merci. Vous pouvez trouver sur le web des articles, des choses comme ça. Puis n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions.